Je crois que la Chine a une stratégie à long terme et il est très possible que l'un de leurs objectifs s'aligne sur cela. Les rôles ont déjà changé. Concernant la visite de Janet Yellen, je ne suis pas sûre que son équipe l'ait considérée comme un succès, mais ce n'était certainement pas le cas. C'était presque triste à voir, surtout en comparaison de ce que cela aurait pu être il y a 5 ou 10 ans. Hello everybody, this is Pascal from Neutral. Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies. Et aujourd'hui, j'ai de nouveau avec moi la seule et unique Lena Petrova, qui gère sa merveilleuse chaîne sur la finance et de plus en plus sur la géopolitique et la géoéconomie. Si vous n'avez pas encore regardé sa chaîne, allez-y. Lena Petrova, merci beaucoup d'être en ligne. Thank you very much for coming online. Merci de m'avoir invité, Pascal. Lena, exchanged Lena, nous avons discuté par email que nous devrions collaborer sur un segment concernant la visite de Janet Yellen en Chine, car c'est assez intéressant. Janet Yellen est la secrétaire au Trésor des États-Unis, n'est-ce pas? Elle supervise tout ce qui est lié à la finance, qui est ton domaine d'expertise. Tu as déjà fait une vidéo, ou même plusieurs vidéos, sur sa visite, car c'était très intéressant. La raison pour laquelle elle est allée là-bas, ou du moins comment cela a été rapporté dans les médias, était d'exprimer des préoccupations à la Chine concernant sa soi-disant surproduction. Je n'avais jamais entendu le terme surproduction auparavant, ou entendu parler de cela comme d'un problème dont se plaint un pays, surtout un pays comme les États-Unis, qui a traditionnellement tout misé sur le néolibéralisme, n'est-ce pas? Les exportations sont bonnes. Personne ne se plaint que le Bangladesh surproduise des t-shirts bon marché qui inondent ensuite le marché américain ou que des produits vietnamiens bon marché soient vendus aux États-Unis. Mais maintenant, soudainement, les États-Unis et Mme Yellen semblent très préoccupés par les produits chinois bon marché. Ils appellent cela surproduction, ce qui est bien sûr une manière de cadrer la situation. Je voulais avoir votre avis sur le fait que cela signifie que les États-Unis s'éloignent clairement du discours libéral, qui a peut-être toujours été quelque peu discutable. Les États-Unis retournent-ils au mercantilisme et aux économies gérées? Oui, je pense que c'est une excellente question, car ça peut certainement sembler être le cas dans cette instance particulière. Cependant, c'est juste un excellent exemple d'une approche très populaire pour de nombreux aspects liés à la politique étrangère. L'approche peut être résumée par « des règles pour toi, mais pas pour moi ». Donc Yellen a visité la Chine et, essentiellement, le but entier de la visite était d'accuser la Chine de soi-disant surcapacité et de inonder le marché avec des biens abordables, ou ce que vous appelez des produits bon marché, des biens à bas coût. Et c'est précisément ce dont le monde a besoin, parce que la majorité du monde vit réellement avec des revenus plus faibles. Il crée en effet une demande pour des biens et produits plus abordables. C'est quelque chose que les États-Unis ne peuvent pas entièrement contrôler. Yellen pourrait ne pas vouloir reconnaître cela, mais c'est la réalité. Plus précisément, elle a exprimé des préoccupations concernant 3 secteurs où la Chine a réalisé des progrès significatifs: les panneaux solaires, les véhicules électriques, VE, et les batteries au lithium. La compétitivité de la Chine dans ces domaines est due à son accès aux matières premières nécessaires et à une vaste main-d'œuvre. Ce sont 2 aspects très importants qui permettent à la Chine d'évoluer d'une manière qui répond aux demandes mondiales. La Chine a effectivement géré ses coûts de production, notamment en améliorant sa production d'énergie éolienne et ses capacités en énergie verte, ce qui a aidé à réduire les coûts. Cependant, cette réalisation est souvent négligée par les médias occidentaux, possiblement parce qu'elle contraste avec les progrès réalisés par les États-Unis dans ces domaines.
L'accent mis par Yellen sur les 3 secteurs des panneaux solaires, des véhicules électriques et des batteries au lithium souligne les domaines dans lesquels les États-Unis visent à prendre la tête, soulignant la tension compétitive entre les 2 pays. Ils veulent maintenir le contrôle et rester compétitifs dans ces 3 domaines parce que le monde se concentre sur la transition des ressources énergétiques traditionnelles vers l'énergie verte. C'est précisément ce que la Chine a déjà réussi à réaliser. De plus, Yellen a visité la Chine pour décourager le pays de faire des affaires avec la Russie. Elle a menacé de sanctions supplémentaires, laissant entendre que les sanctions existantes étaient insuffisantes. Yellen a également mentionné qu'il pourrait y avoir des barrières commerciales si la Chine ne change pas ses politiques industrielles et commerciales à l'avenir, ce qui est quelque chose que la Chine est très peu susceptible de faire. Which is of course something that China is very, very unlikely to do, and we've seen that when. Lorsque le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Lavrov, est arrivé et a été accueilli par Xi Jinping lui-même, alors que Janet Yellen était encore là, cela a envoyé un message clair, à mon avis. Cet acte a démontré que la Chine privilégie ses propres intérêts. Elle se concentre sur la création d'emplois à l'intérieur du pays et à la capacité de produire suffisamment pour la consommation domestique et les exportations. Concernant le virage vers une pensée mercantiliste, vous avez soulevé un excellent point. À mon avis, les accusations de surcapacité, qui semblent être un terme plutôt unique, ne tiennent pas vraiment dans le contexte du commerce international. Le concept de surproduction est utilisé contre la Chine par Yellen, qui essaie également d'influencer la politique commerciale de la Chine en décourageant les affaires avec la Russie. China's trade policy and tell China not to do business with Russia. I think that doesn't come, those accusations and those threats. Je pense que ces accusations et menaces, ces messages très forts, comme les a décrits Reuters, ne proviennent pas vraiment d'une position de force. À mon avis, cela montre un manque clair de compréhension des dynamiques actuelles qui changent réellement au quotidien. Cela signale également une hypocrisie et des doubles standards, parce que les États-Unis ne permettraient à aucun autre pays de dicter ses politiques commerciales ou sa participation au marché libre. Vous l'avez très bien dit. Cet épisode me rappelle beaucoup ce que les États-Unis ont fait à l'égard du Japon dans les années 1980. C'était une situation très similaire. Les États-Unis ont dit au Japon d'arrêter toutes ses exportations bon marché. Les Japonais ont alors trouvé un moyen de coexister en limitant les exportations de bas de gamme vers les États-Unis. Cependant, ils ont augmenté les exportations de haut de gamme. Au lieu d'exporter des voitures bon marché, ils ont exporté des voitures plus chères. Cela signifiait que le marché de masse aux États-Unis était ouvert aux fabricants de voitures américains. Mais les entreprises japonaises ont quand même réussi à gagner plus d'argent, et tout le monde était content. Il semble que les États-Unis tentent actuellement quelque chose de très similaire avec la Chine. Mais bien sûr, le jeu et l'échelle sont complètement différents. Vous avez absolument raison, c'est un signe de faiblesse. Les États-Unis ont le pouvoir d'imposer des tarifs douaniers sur les importations chinoises sur leur propre territoire. Cependant, le problème pour les États-Unis est que les exportations chinoises rivalisent avec les exportations américaines en Europe, en Afrique et en Asie. Cette rivalité est quelque chose que les États-Unis n'apprécient pas et sur laquelle ils n'ont aucun contrôle. Alors, ils tentent de menacer et utilisent un nouveau jargon pour persuader la Chine de changer de cap. Mais je me demande pourquoi vous feriez cela. Comme vous l'avez mentionné, la Chine a marqué le coup en recevant M. Lavrov le jour suivant, envoyant un message très clair. « Nous sommes ouverts aux affaires avec tout le monde. Alors, faites-nous une bonne offre. » Cela résulte également de la politique de la Chine au cours des 10 dernières années. Auparavant, les entreprises américaines avaient des participations majoritaires
dans des entreprises qui produisaient des biens bon marché en Chine. Cependant, le découplage a conduit ces entreprises à se retirer. En conséquence, il n'y a plus de production américaine à travers la Chine. Ainsi maintenant, vous avez créé un véritable rival, pas quelqu'un qui, s'il se développe, vous vous développez également. Exactly. And I think the United States clearly Exactement. China, despite economic Les États-Unis reconnaissent clairement que malgré les problèmes économiques affectant chaque pays au cours des 3 dernières années, la Chine s'améliore, grandit et possède un potentiel énorme. Ce niveau de potentiel n'est pas observé dans d'autres parties du monde. Surtout aux États-Unis, le coût de la main-d'œuvre est énorme. De plus, avec des taux d'intérêt plus élevés qu'auparavant, le coût de la dette pousse les entreprises à la faillite. Par conséquent, la création de nouveaux emplois ici n'a pas lieu. Au contraire, nous assistons à un déclin de l'emploi à temps plein, ce qui affecte les ouvriers d'usines et d'autres industries également. Mais vous constatez une baisse de l'emploi à temps plein, et cela se produit parce que les entreprises rencontrent des difficultés. Historiquement, les petites et moyennes entreprises ont été la colonne vertébrale de l'économie des États-Unis. Ce secteur a été le plus touché. Non seulement il est maintenant plus difficile d'ouvrir une entreprise et de devenir propriétaire d'une entreprise aux États-Unis en raison des coûts élevés, mais les coûts de main-d'œuvre sont également élevés. Cela signifie que vous ne pouvez pas embaucher autant de personnes que vous en auriez besoin pour aider à gérer une entreprise. Cette situation est différente en Chine, où ils disposent de ressources humaines abondantes et d'une infrastructure industrielle améliorée. Cela leur permet de monter en gamme et d'augmenter la production de manière efficace. Et c'est dans cela qu'ils ont investi tout ce temps, ce qui n'est pas le cas ici. Reconnaissant cela, les États-Unis ont tenté de se découpler de la Chine, bien qu'ils ne puissent pas se le permettre sans nuire à leurs consommateurs. Cependant, il y a eu une transition. Les États-Unis ont déplacé leur focus vers le Mexique, qui est devenu leur premier partenaire commercial en 2023, bien que cela aurait pu se produire 1 an plus tôt. Auparavant, la Chine était le principal partenaire commercial. Cela indique que le couplage se produit définitivement dans certaines industries. So I think that decoupling is definitely taking place in certain industries, and I think the United States probably recognizes that. Je pense que les États-Unis ont réalisé que la Chine n'est plus un pays qu'ils peuvent ignorer ou tenter de manipuler. La Chine est devenue un concurrent de même niveau et continue de croître. En réponse, les États-Unis ont essayé de déplacer certaines industries ailleurs et de créer plus de partenariats avec le Mexique pour diversifier. Cependant, les États-Unis ne seront pas capables de se dissocier complètement de la Chine sans nuire significativement à leur propre économie. Les consommateurs ne pourraient pas acheter les articles auxquels ils sont habitués, et les États-Unis n'ont pas la capacité de remplacer cette production sans de nombreuses années de planification et de développement de leur propre infrastructure. C'est donc l'une de mes questions, car nous avons vu les États-Unis imposer de nombreuses sanctions à la Chine dans de nombreux secteurs, en particulier le secteur des semi-conducteurs. Cela se retourne considérablement contre eux, car la Chine produit rapidement ses propres semi-conducteurs. Ils sont presque au même niveau que ce que les États-Unis et l'Occident peuvent produire. La technologie de lithographie, pour cela, est centrée autour des Pays-Bas et du Japon, mais ils sont clairement alignés avec les États-Unis. Au Japon, il existe un représentant diplomatique néerlandais spécifiquement assigné pour faire le lien avec les Japonais concernant le commerce des technologies critiques. Cet effort est une gestion collaborative entre les pays. Malgré cela, la Chine a réussi à produire ces technologies de manière indépendante. Maintenant, compte tenu des sanctions imposées par les États-Unis, il est intéressant de réfléchir aux types de commerce qui n'ont pas encore été ciblés.
La production est une préoccupation majeure. Par exemple, le contrôle par la Chine des éléments de terres rares vient à l'esprit. Si la Chine devait réagir en retenant les terres rares des États-Unis, cela pourrait potentiellement nuire considérablement aux États-Unis. Inversement, cela soulève la question de quel type de commerce les États-Unis seraient particulièrement préoccupés de perdre si un découplage complet devait se produire. A decoupling happening. Yeah, so I think Ouais, donc je pense que le commerce entre les États-Unis et la Chine est assez significatif. En 2023, il valait 562 milliards de dollars. Les principales importations de la Chine comprennent des produits manufacturés tels que l'électronique, la machinerie, les plastiques, les meubles et d'autres biens de consommation, avec lesquels nous sommes tous très familiers. Ces importations servent à la fois des buts de consommation et industriels, étant utilisés dans la fabrication aux États-Unis. Se désengager de ce commerce serait presque impossible, surtout étant donné l'état actuel de notre économie. Cependant, aucun de ces articles n'est considéré comme véritablement vital. But none of those items are truly vital. So if the United States did want to replace Si les importations d'électronique en provenance de Chine étaient remplacées par autre chose, je crois que cela pourrait être fait. Cependant, les points de prix changeraient et les consommateurs se plaindraient probablement. C'est parce que toute alternative serait bien plus coûteuse à importer puis à vendre aux consommateurs. Par conséquent, le consommateur final serait très mécontent du changement en raison des prix plus élevés qu'il devrait payer. Bien qu'il n'y ait rien d'aussi critique que le pétrole brut, qui est vraiment vital et pourrait faire s'effondrer l'économie, les 562 milliards de dollars d'importation sont extrêmement significatifs. C'est quelque chose qui impacterait chaque aspect de la vie des consommateurs ici aux États-Unis. Vous savez, la compétition entre la Chine et les États-Unis aujourd'hui est très différente de la compétition entre l'Union soviétique et les États-Unis. C'étaient deux pays avec des économies complètement séparées. Ils produisaient les mêmes biens, mais par des mécanismes internes différents. Ce que nous voyons maintenant, c'est un monde globalisé, même si ses partenaires essayent de se repositionner. Mais c'est un peu comme essayer de défaire une omelette, ce qui est vraiment difficile à faire. Donc, Yellen allant en Chine et se plaignant de la surcapacité est clairement juste un acte politique. La chose intéressante, c'est que cette réunion ait pu avoir lieu parce que les Chinois auraient pu refuser de la recevoir, mais ils ne l'ont pas fait. Quels sont vos avis sur le fait que les Chinois étaient prêts à parler à Yellen? Et je pense qu'elle a même rencontré Xi Jinping, n'est-ce pas? Elle lui a parlé. Je ne suis pas sûre qu'elle l'ait rencontré, mais ce qui était vraiment révélateur pour moi, c'est qu'après le départ de Janet Yellen, le ministre chinois du Commerce a déclaré que les sanctions américaines déjà en place étaient abusives, selon ses mots, et une arme de contrôle des exportations. On ne peut pas contester cela. Il a tout à fait raison. Donc, je pense que la Chine considère définitivement ces sanctions et le message sévère que Janet Yellen a délivré la semaine dernière comme des tentatives de manipuler et d'influencer leur politique commerciale. En tant que nation souveraine qui poursuit ses propres intérêts, comme tout pays devrait le faire, la Chine trouve cela inacceptable. En critiquant Yellen et en affirmant que les sanctions déjà mises en œuvre sont abusives, elles sont perçues comme une arme de contrôle des exportations. Cela met en lumière une contradiction. Promouvoir une économie de marché libre uniquement lorsque cela sert ses propres intérêts. Cette déclaration montre clairement la position de la Chine. Ils sont ouverts à l'écoute, mais ils ont des positions sur ces questions. They're willing to hear anybody out, and I think they've been very
Ils ont accueilli plusieurs leaders politiques au cours des dernières semaines. Le chancelier allemand Olaf Scholz est toujours là. Je crois qu'il est arrivé hier. Cependant, son accueil n'était pas tout à fait le même. Cette différence de traitement est très révélatrice. La Chine excelle dans l'hospitalité, mais reste concentrée sur la poursuite de ses propres intérêts. Ils visent à continuer d'élargir leur capacité de fabrication, s'efforçant de devenir un producteur irremplaçable sur le marché mondial, un statut qu'ils ont certainement atteint. Oui, la donne change rapidement, et nous pouvons le voir. Il n'y a plus d'imposition directe de la volonté. Cela se rapporte également à un autre point. Janet Yellen et les États-Unis se sont plaints que la Chine soutienne de manière déloyale son industrie d'exportation, ce qu'ils considèrent comme une violation des termes du commerce équitable. Ce qu'elle sous-entend, sans le dire directement, c'est que cette situation enfreint les normes de l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Cependant, le problème est actuellement dans une impasse, parce que les États-Unis refusent de nommer un juge au corps d'appel. Alors, tout le mécanisme conçu pour résoudre les litiges commerciaux à l'OMC est actuellement dysfonctionnel. Je me demande si la stratégie de la Chine maintenant est de pousser les États-Unis à inverser cette situation. Parce que, en l'état, les États-Unis ne peuvent pas amener la Chine à l'OMC en raison de leurs propres actions. Cependant, s'ils nommaient un juge, alors la Chine pourrait faire de même et amener les États-Unis devant l'OMC. Je me demande si c'est leur stratégie. Avez-vous des réflexions à ce sujet? Je pense que c'est une excellente question. Honnêtement, je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Cependant, je crois que la Chine a une stratégie à long terme, et il est possible que l'un de leurs objectifs soit d'influencer la situation à l'Organisation mondiale du commerce. La dynamique a déjà changé. La visite de Janet Yellen n'a peut-être pas été perçue comme un succès par son équipe, et elle n'a certainement pas atteint ce qu'elle aurait pu il y a une décennie. La regarder était presque triste parce que, à travers ses mots, on pouvait voir le changement de scénario par rapport à ce qu'il était il y a 10 ans. Donc, en ce qui concerne l'Organisation mondiale du commerce, cela pourrait en effet être l'objectif de la Chine. Je ne vois pas pourquoi pas. Très bien, ça pourrait l'être. Merci beaucoup, Lena, pour tes perspectives. Cela conclut la première partie de notre discussion. Il y aura une deuxième partie sur la chaîne de Lena. Veuillez l'attendre avec impatience. Merci à tous. Merci Pascal.